Ok, alors, 1, 2, 3. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Lettres ouvertes à la diaspora, un podcast fait par nous et pour nous. Et aujourd'hui, on est avec une invitée. Je t'en prie, présente-toi. Alors bonjour à tous, moi c'est Mélodie, donc Mélodie Diouf, j'ai 24 ans. Je suis franco-gabonaise, mais j'ai aussi d'autres origines. J'ai fait tout mon collège et mon lycée au Gabon, au lycée français Blaise Pascal. Et je suis en France depuis 7 ans, du coup, pour mes études supérieures. Donc tu fais partie de la diaspora gabonaise. C'est ça. Très bien. Est-ce que tu peux nous dire en quelle année tu es venue, pourquoi tu es venue, dans quel cadre tu es venue en France? Moi, je suis arrivée en France en 2019, après avoir eu mon bac. Donc, j'ai eu mon bac au lycée français Blaise Pascal à Libreville. Et quand on a son bac, en général, c'est coutume de partir, du coup, de quitter le Gabon pour aller dans un autre pays. Donc, moi, je suis allée en France. J'ai des amis qui sont allés au Canada. Il y en a d'autres qui sont allés aux États-Unis, certains qui sont allés au Maroc. Et du coup, depuis 2019, je suis en France. Je suis d'abord allée à Lyon avant d'aller en banlieue parisienne. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est coutume de quitter le Gabon dès que vous avez votre bac, pourquoi c'est coutume de directement quitter le Gabon juste après? Après, c'est plus coutume dans le lycée français, du coup, parce que vu qu'on a fait un lycée français à Libreville, en général, pour les études supérieures, nos parents s'attendent à ce qu'on aille dans des bonnes écoles ou alors des bonnes universités, chose que on pense qu'il n'y a pas au Gabon. J'ai pas envie de faire d'amalgame, mais à cette époque-là, en tout cas, le meilleur se tournait vers la France ou bien vers les autres pays. Et en fait, après avoir envoyé les enfants du coup au lycée, généralement, ils partent du coup en France. C'est souvent la France. Hein. D'accord. C'est très rare qu'on aille au Canada parce que déjà, on sort du lycée français, donc forcément, après, c'est souvent la France. Et aussi, comme on fait Parcoursup, comme ceux qui sont en France, du coup, directement, les écoles sont en France. Et donc, à partir du moment où vous êtes au lycée français, vous faites les mêmes démarches que les étudiants qui sont en France. Donc, c'est Parcoursup. Ok, donc vous êtes directement lié au système éducatif français. C'est ça, c'est pareil. On a le même système éducatif qu'en France. On voit les mêmes cours, on a les mêmes matières. Juste en France, il y a peut-être plus d'options. À l'époque, il y avait les options, donc il y avait les séries L, S, ES et tout. Est-ce que tu dirais que c'est vu comme une réussite quand tu es accepté dans une école, dans une fac en France? Dès que tu as tes résultats Parcoursup et directement tu es accepté, est-ce que tu considères comme une réussite? Ah oui, totalement. Après, ça dépend du cursus que tu choisis, de l'école que tu prends. En général, quand tu postules dans une école qui a pas beaucoup d'effectifs, genre c'est très sélectif, par exemple, c'est tout de suite vu comme une réussite, en fait, parce que, comme j'ai dit, t'es en concurrence avec le monde, t'es en concurrence avec les élèves français. En général, Parcoursup, ils priorisent, ceux qui ont la priorité, c'est les étudiants français d'abord, ensuite c'est nous. Et quand vous êtes 15 dans le cursus pour un BTS ou que sais-je, et que toi t'es la 15e, oui, ça fait du bien, quoi. Ouais. C'est une pression, mais voilà, c'est ça. T'es plutôt fière de tes résultats. Et donc du coup, tu as fait toutes ces démarches quand t'avais quel âge? 18 ans? C'est ça, à mes 18 ans, à mes 17 ans en fait, parce que j'ai eu 18 ans, moi je suis de juillet, donc j'ai eu mes 18 ans l'été en fait. Du coup oui, j'ai fait Parcoursup pendant mon année de terminale. Ensuite, il fallait faire les démarches pour trouver un logement en France, parce que en fait, moi, je quitte ma famille. Je suis au Gabon, je vis chez mon papa parce que mes parents sont séparés. Et du coup, je vis chez mon papa et avec ma grand-mère. Donc, quand je pars en France, je dois trouver un logement parce que j'ai personne sur place. À Lyon, surtout, parce que il fallait choisir la ville où aller. En général, on prenait la ville où on était accepté. Donc, on choisissait en fait les études qu'on voulait faire. Et ensuite, on postulait dans toutes les villes de France. Et à partir de là, la ville où on a accepté, c'est la ville où on devait aller. Donc, c'était pas forcément la ville où on avait... c'était pas le premier choix, quoi. Ouais, c'était pas forcément un proche... Enfin, il y avait pas forcément un proche là où on allait.
Donc moi, c'était mon cas. À Lyon, j'avais personne. Il fallait que je trouve un logement. Du coup, là, tu me dis, donc, tu vivais avec ton père et ta grand-mère. Donc, tu avais toujours un cocon familial, on va dire. Tu as toujours grandi avec ta famille. Tu as des frères et sœurs? Des demi-frères et sœurs, mais j'ai pas grandi avec eux. Ok. J'étais avec mon papa. En fait, quand j'étais petite, je vivais avec ma maman. Et ensuite, en 5e, je suis allée vivre chez mon papa, où je suis restée du coup de la 5e à ma terminale à Libreville avec lui. Et du coup, ma grand-mère aussi qui habite toujours là-bas d'ailleurs. Donc, que je voyais souvent en fait, mes grands-parents, mais après mon grand-père est mort, donc oui, je les voyais souvent. Ok, c'était toujours un cocon familial. C'est ça. Et est-ce que quand tu as fait les démarches, tu t'imaginais vraiment te retrouver seule dans un pays que tu connais pas, dans une ville que tu connais pas, sans proches? Est-ce que tu imaginais la situation où tu étais plus bon bah voilà, j'ai été acceptée, maintenant il faut que je m'y fasse, je dois y aller? En fait, j'imaginais assez bien la situation, mais de manière glamourisée en fait. Ok. C'est-à-dire que déjà j'avais 18 ans, je rentrais dans ma vie étudiante, j'étais matrixée par les séries sur les universités et tout. J'étais en mode voilà, je commence ma vie étudiante, okay. Ça va être trop bien. Je m'en vais. En plus j'étais quelqu'un de très indépendante à l'époque, je vivais avec mon père et j'ai appris à vivre seule en fait parce que mon papa, on a une relation particulière. On était presque colocataires, on n'échange pas beaucoup lui et moi. Et en fait, j'ai appris à aimer ma propre compagnie, à vivre seule. Et en fait, je m'imaginais la chose comme quelque chose de trop bien en fait. J'allais vivre quelque chose d'incroyable, une nouvelle aventure. J'étais complètement excitée pour partir. Ouais. Donc je me suis mise dans les démarches assez tôt. Donc j'ai su que j'étais acceptée à Lyon en juillet. Et pour la rentrée septembre. Pour la rentrée de septembre. Et j'ai dû commencer mes démarches pour mon logement du coup en juillet. Et du coup, tu as quand même réussi à aller à la rentrée de septembre? J'ai quand même réussi à aller à la rentrée de septembre, mais jusqu'au jour J, j'étais SDF. Ah, jusqu'à? Jusqu'au jour où j'ai posé les pieds à Lyon. T'avais toujours pas de logement? J'avais toujours pas de logement. En fait, je suis venue à Lyon 2 semaines avant, 2 ou 1 semaine avant la rentrée, pour trouver un logement justement. Parce qu'à distance, c'était très très compliqué. Ouais. Les logements Crous, je ne trouvais rien, ça marchait pas. C'est compliqué, hein. Ah ouais. La plateforme et tout, franchement. Ah ouais. Ils m'avaient déjà refusé la bourse et en plus, comme les deux sont liés en général, ils m'ont refusé le logement. J'ai pas pu trouver quelque chose. Déjà, quand tu es sur place, c'est compliqué, mais alors quand tu es loin, c'est encore pire. J'avais personne à Lyon, c'était super dur, donc on s'est dit bon, on va venir 2 semaines avant, on va essayer de trouver. Moi, je suis partie avec ma maman parce que ma maman, elle était en banlieue parisienne à ce moment-là. Donc, on va à Lyon toutes les deux. On essaie de s'installer et tout. Finalement, on trouve, mais une sous-location. Bon, c'est tout ce qu'on avait pour l'instant. Un monsieur très gentil, un ami de ma maman, je pense, qui, du coup, nous a sous-loué son appart. Et en attendant de s'installer, j'ai dû aller vivre chez la sœur de ce monsieur avec ma maman parce que en fait l'appartement n'était pas encore prêt. Ils ont dû refaire quelques trucs, des peintures je crois, ou je sais plus ce qu'il fallait refaire. Okay. Mais du coup ma rentrée, je l'ai fait. Je suis allée vivre chez sa sœur pardon, super loin de Lyon parce que c'était pas dans Lyon même, c'était dans les villes annexes. Donc 2 heures de trajet pour aller à la fac. Ouais, ça aussi j'ai découvert ça sur place. Ah ouais. Donc en fait t'es arrivée, t'avais pas de logement. Ouais. T'avais juste la rentrée, ton école. Voilà. T'as cherché avec ta maman et au final tu te retrouves à dormir chez la sœur du coup du proprio. C'est ça. En attendant de trouver que l'appartement soit prêt. C'est ça. Wow. Et du coup t'as fait ta rentrée donc en faisant les 2 heures de trajet. Donc tes premières journées vraiment c'était. J'étais KO. Ouais, t'étais KO. En plus, j'étais excitée. C'était une toute nouvelle ville, un tout nouvel endroit. La veille, j'avais visité un peu avec ma maman vite fait à quoi ça ressemblait Lyon. Je connaissais pas encore le quartier où j'allais vivre. Donc, j'ai pas réussi à dormir. Et en plus de ça, j'ai dû prendre 2 heures de trajet. J'ai dû faire un bus. Je sais même plus c'était quoi le trajet, mais c'était long. Ah ouais. Et du coup, j'arrive dans ce tout nouvel environnement, cette nouvelle école, des nouvelles personnes à rencontrer, ouais. Tu t'imaginais à ça quand tu me dis que tu romantisais la vie étudiante et tout, est-ce que tu t'imaginais à justement cette vie? Je pensais que ça allait être
fun, quoi. Ouais, t'avais encore l'insouciance de se dire, voilà, je suis jeune, je vais vivre à Lyon. Ouais, c'est ça. Je vais vivre ma vie d'étudiante et tout. C'est ça, je pensais que ça allait être super fun. En plus, moi, je suis quelqu'un de sociable à la base. Donc, je me suis dit, je vais me faire grave des amis. Ça va être trop cool, trop bien. Et au final, du coup, est-ce que ça s'est passé comme ça? T'es venue à la fac, t'as essayé de te faire des amis et tout Donc, j'arrive, je suis la seule noire de tout l'établissement. De tout, donc en mélangeant le lycée et l'école? De tout l'établissement, je suis la seule noire. Donc là, choc. Et en plus, dans la filière où moi j'étais la seule noire et la seule étrangère. Donc eux, ils étaient tous de Lyon ou des environs. Et moi, j'étais la seule qui venait d'hyper loin, quoi. Ok. Donc je découvre des nouvelles personnes. Je me suis dit, bon, je vais sociabiliser. Enfin, je sociabilise. Donc on y va et tout. Et là, je me suis rendu compte que on n'avait pas du tout les mêmes délires. J'avais du mal à... T'avais du mal à t'intégrer. Ouais, j'avais du mal à vie, connecter avec les gens, en fait. Ok. Je vois, déjà, ils sont tous caucasiens, ils ont tous des backgrounds différents, ils ont tous une autre manière de voir la vie. Et moi, je me suis confrontée à ça. Et je te passe les questions racistes. Oui, mais d'où tu viens et c'est comment en Afrique et t'as pas d'accent. Et je te laisse, je t'épargne tout ça. Mais ouais, je découvre des gens avec qui j'ai du mal à connecter, avec qui j'ai du mal à parler. On parle, mais c'est très superflu. On parle des cours, mais on parle pas forcément des gens. Enfin, et puis j'ai pas les mêmes délires. Ils ont des blagues, ils ont des codes propres à eux. Ouais, donc toi t'étais juste spectatrice. Oui, j'étais spectatrice du truc. Vraiment, les groupes se sont formés devant moi et je me souviens que... Mais moi, je suis dans aucun groupe, j'appartiens à aucune bande. C'est très, très dur. J'ai du mal à connecter et je l'ai mal vécu. Tu m'étonnes. Déjà, t'es loin de chez toi, t'as pas ta famille. Tu te retrouves un peu habité là où tu peux. C'est ça. Et au final, t'arrives, c'est un environnement que tu connais pas. C'est ça. Et est-ce que quand tu dis que voilà, t'étais la seule noire de l'école, qu'est-ce que ça t'a fait? Parce que du coup, je pense que c'était la première fois que t'as vécu ce type d'événement. Ouais. Au Gabon, c'est sûr que je serais pas la seule noire. Ouais. Mais donc, quand t'es arrivée et que t'as vu que t'étais vraiment la seule noire, tu t'es dit quoi? En fait, j'étais un peu choquée parce que je me suis dit, bon, Lyon, c'est pas non plus le village. Enfin, c'est la deuxième plus grande ville, je crois, après Paris. Je sais pas si c'est vraiment ça, mais Lyon, c'est quand même c'est comme un mini Paris. Donc, je m'attendais à avoir plus de noirs. Après, je me suis dit, bon, c'est peut-être le cursus que j'ai choisi. C'est pas tout le monde qui va en graphisme. C'est peut-être pour ça aussi. Mais j'étais un peu choquée, en fait. Un peu perplexe. Ouais. Ça m'avait étonnée, en tout cas. Et comment ça s'est passé les premières semaines? Est-ce que du coup ta maman est retournée et là tu t'es vraiment retrouvée toute seule, donc dans ton appart et tout? Comment ça s'est passé? Comment le déroulement des choses J'étais en fait toute seule à ce moment-là et j'ai dû apprendre plusieurs choses. J'ai dû apprendre à gérer une maison, enfin un appart, chose que je ne faisais pas au Gabon. J'ai dû apprendre du coup à m'organiser en fait en faisant mes cours, mes trajets déjà pour partir. Il fallait que je me lève plus tôt pour partir plus tôt. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert. Quand est-ce qu'il fallait que je fasse à manger et tout. Parce que je reviens des cours, je suis KO, il fait nuit en plus. Donc vraiment, j'ai la flemme de faire à manger. Ouais. J'ai dû gérer un budget aussi, chose avec laquelle je galère jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai dû aussi gérer ça parce que... Comment faire... Chaque centime comptait. Chaque centime comptait, clairement. Et là, le fait de vivre seule, je l'ai pas mal vécu parce que, comme j'ai dit, j'étais indépendante. Et puis, c'était surtout tout ce qu'il y avait autour. L'organisation, en fait. L'organisation de sa vie étudiante. Ne pas aller en soirée parce que demain, tu sais que tu dois réviser ou ce genre de choses, en fait. Et en même temps... Tu dois aller en soirée parce que t'as pas d'amis, faut que tu fasses des liens. Ouais. Mais du coup, toute cette vision glamour que tu voyais de la vie étudiante, ça s'est vite... Ah oui. Ça t'as vite réalisé qu'en fait, non, c'était pas du tout ça. Non, ça m'a rattrapée. Ouais. J'ai été forcée d'être projetée dans le monde adulte, là, très tôt. 18 ans, quand même, c'est jeune. Ouais. Je trouve que c'est violent, quand même. Parce que tu passes d'un cadre à un autre comme ça, il n'y a pas de transition en fait. Tu n'es pas préparé entre-temps. En tout cas, moi, mes parents, ils ne m'avaient pas préparé
spécifiquement sur ça. Avant, je gérais pas de budget. On m'a jamais... je n'avais même pas d'argent dans les mains, en fait. Enfin, c'est mes parents qui géraient tout ça. Ce que j'allais manger et tout, j'y réfléchissais pas tellement. Tu vois, parce que j'allais chez ma grand-mère, il y avait à manger. Et là, je découvrais autre chose, en fait. Ça a été très, très dur. Et la solitude est venue, pas dans le fait de vivre seule, mais c'est venu dans le fait de avoir personne avec qui partager ça. Et là où j'ai été sauvée un peu, parce que je tombais doucement dans une petite dépression, là où j'ai été sauvée, c'est que j'ai pu compter sur mes pères, en fait. J'ai pu compter sur la diaspora. Vraiment, les Gabonais, on n'est pas beaucoup et on se connaît tous. En général, on se rejoint tous. Et c'est sur eux que j'ai pu compter, en fait. Et j'étais aussi tout le temps avec ces personnes que j'avais rencontrées, qui aujourd'hui sont mes grands et vraiment m'ont aidée. Parce que j'étais tous les week-ends chez eux, parce qu'en fait, je pouvais plus. Ouais, t'arrivais plus, en fait. T'avais vraiment besoin d'un soutien et d'une deuxième famille, on va dire. Ouais, en c'est fait, ça. T'avais vraiment... Et des gens qui te comprennent, au final. Des gens qui me comprennent. Une deuxième famille, c'est exactement ça. J'avais besoin... Bizarrement, j'ai toujours été indépendante, j'ai appris à vivre seule et tout, mais j'avais vraiment besoin. À ce moment-là précis, vraiment, tu t'es dit non, en fait, là, j'ai vraiment besoin d'aide. Ouais. Et donc, tu t'es retournée vers la diaspora gabonaise qui était à Lyon. Oui. Comment tu les as connus? Comment tu as pris contact avec eux? Comme on est tous partis du lycée pour venir en France, on a gardé des contacts. Donc, forcément, j'ai des copines qui étaient à Paris. Et en fait, la rencontre se fait par une copine qui vivait à Paris, avec des gens qui étaient à Paris. Et là-bas, j'apprends qu'en fait, ils vivent à Lyon. Et j'étais, moi aussi, je vis à Lyon. C'est trop bien et tout. Et vraiment, je les connaissais pas. Mais ensuite, ça s'est fait naturellement. Oui, voilà. À partir du moment où tu vois que vous venez du même lieu, etc., tu t'es dit, enfin, voilà. Et la différence, c'est qu'eux, ils étaient déjà là avant moi. Voilà, donc ils ont vécu les choses avant toi. C'est ça. Donc maintenant, tu t'es dit, il y a des personnes qui connaissent mon histoire, qui ont vécu la même histoire, qui sont venues du pays et tout. C'est vraiment des grands frères et des grandes sœurs qui ont vécu les choses avant moi, qui m'ont vraiment aidée juste en étant entre nous, en fait. Tu avais vraiment besoin de cette aide, en fait. D'être entre vous, de parler librement, du coup. C'est ça, librement. D'écouter, même de manger les plats, d'écouter la musique et tout. Exactement. Ça t'a fait ressentir un peu... C'est drôle que tu dis ça parce que, en général, quand on est entre nous, notre accent ressort. Enfin, au Gabon, on a notre argot propre, donc on a une manière de parler. Et quand on est entre nous, on le dit naturellement. Ce qu'on peut pas faire au travail ou au lycée, par exemple, parce que ils sont pas cette culture-là. Et au final, t'es obligé d'adapter une autre identité. C'est ça. T'es obligé de te lisser. T'es obligé de parler autrement. Après, ça veut pas dire qu'on parlait pas bien de base. C'est juste qu'on a notre argot, notre manière de se comprendre, en fait. Que tu peux pas sortir devant les autres. Moi, je me souviens, par exemple, j'avais des collègues, quand j'ai appelé ma copine à la pause déj, je lui parlais normalement. Et ensuite, face à elle, je switchais. Elle me disait, mais c'est fou ça, comment t'arrives à switcher comme ça, d'accent et tout. Puis j'étais en mode... tout le monde fait ça. Hein. Ouais, c'est juste notre manière de parler. Tu serais étonné, mais tout le monde le fait. Ouais. Et c'est une adaptation, du coup, au final. C'est une adaptation que malheureusement, t'es obligé de prendre, d'avoir. C'est ça. Quand t'arrives, du coup, en France. Ouais. Et du coup, est-ce que le moment où tu t'es retrouvée mal, t'as eu le réflexe d'en parler à tes parents ou pas du tout? Pas du tout. Et pourquoi? Déjà, je t'ai dit, avec mon père, on communique pas beaucoup. Et aussi parce que, en fait, j'avais la pression de c'est comme ça, c'est la vie. Le but, c'est juste d'aller faire ses études et de réussir. En tout cas, moi, ma grand-mère, elle me disait, tu es là juste pour les études. Voilà, c'est juste ça, réussis ça, et puis c'est fini, tu vois. Et comme on communique pas beaucoup, et puis moi, je me dis, dans ma tête, ils ont aucune idée de ce qu'on vit ici pour de vrai. En fait, il y a une différence entre ce qu'on pense qu'on va vivre et ce qu'on vit vraiment. Personne ne pouvait imaginer que vivre avec 200 €, c'est galère. Parce qu'on n'a pas la même monnaie déjà. Et donc, c'est pas la même... la conversion n'est pas pareille, en fait. Avec 200 € au Gabon, tu vis quand même un peu mieux
qu'avec 200 € en France. Ouais. Personne ne peut s'imaginer que c'est super dur de vivre avec ça. Et du coup, j'ai pas voulu leur en parler parce que je me suis dit qu'ils comprennent, ils vont pas comprendre. Voilà, ils vont pas comprendre. C'est super dur. Personne ne peut s'imaginer ce que je vis. Déjà, c'était très mental aussi à l'époque parce que je me sentais seule et le contre-coup, c'est que je m'isolais aussi, beaucoup. J'ai commencé à donner de moins en moins de nouvelles à mes parents. Je leur écrivais de moins en moins, j'appelais de moins en moins, ce qu'on me reprochait. Mais en même temps, je me disais, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On va s'appeler au téléphone et puis je vais vous dire que je n'arrive pas, que c'est super dur, que des choses que dans ma tête, je me suis dit, mais vous allez pas comprendre en fait. Ouais. Vous pouvez pas comprendre. Vous allez juste me dire, bah, ça ira, fais avec, C'est ça, fais tes avec, études. tiens le coup et tout, mais tu peux pas dire tiens le coup à quelqu'un qui a déjà du mal à se lever de son lit. C'est dur, Ouais. tu vois. C'est super dur. Donc non, j'en parlais pas. Avec le recul, je sais pas si c'était une bonne idée ou pas, mais en tout cas, j'en parlais pas. Non. Et même à l'époque, j'ai pas eu le réflexe d'aller demander de l'aide à un psy ou ce genre de choses. En tout cas, au début, non. Tu voulais pas, enfin, est-ce que tu connaissais vraiment ce que c'était un psy? Est-ce que tu savais que il allait peut-être t'apporter de l'aide au niveau de la santé mentale? Ou alors tu t'es dit, non, mais de toute façon, je vais pas en voir un, enfin, j'en ai pas besoin. Au début, je me disais que je n'en avais pas besoin, parce que j'avais cette idée que les psys, c'était pour quand c'était vraiment très grave. Or, moi, je pensais pas être en dépression, je pensais être en déprime. Je pensais être... c'était un coup de mou, c'est le blues, ou je sais pas comment tu pouvais appeler. Ou une dépression saisonnière, enfin quelque chose de... Qui allait passer. Qui allait passer. Voilà, pour moi, dans ma tête, ça allait passer, que ça allait arriver, qu'il fallait juste que je m'adapte, en fait, que l'adaptation était difficile, mais que tout le monde était passé par là, et que moi aussi, je devais passer par là. C'était une étape de la vie. C'était une étape que tu de la devais vie. surmonter et C'est qu'après, ça irait mieux. C'est ça. Parce qu'en fait, d'autres l'ont fait, donc pourquoi pas moi, tu vois. Donc je me suis dit que... Voilà, je vais gérer ma souffrance toute seule, en fait. Ouais. Mais ça, c'est un truc aussi qu'on nous habitue à faire. Hein. Ouais. En tant qu'Africains, franchement, on nous habitue à s'habituer à la douleur mentale et à se dire, non, mais de toute façon, tout le monde est passé par là, pourquoi toi, tu vas pas y arriver? Mais en fait, oui, tout le monde est passé par là, mais ça veut pas dire qu'ils sont tous bien niveau mental. Genre, C'est ça. Mentalement, si tout le monde dégringole et toi, t'es ouais. là en mode, ouais, mais tout le monde l'a fait, donc pourquoi pas moi? Ouais. Bah non, en fait. Le contre-coup, il est violent. Hein. On s'en rend compte après, en fait. Ouais. Quand on est sur le moment et qu'on le vit, on s'en rend pas forcément compte. C'est après, plus tard, on se voit qu'on a fait des choix par rapport à cet état mental-là. On se rend compte qu'on s'est éloigné de sa famille, alors que c'était juste parce qu'on n'était pas bien à ce moment-là, en fait, ou bien même de ses amis. Enfin, ça t'isole quand même beaucoup. Ouais. Tu t'imaginais pas que ça allait être aussi violent, quoi. Ouais. Cet retour à la réalité, tu t'imaginais vraiment pas ça? Non, je m'imaginais vraiment pas. Je pensais que ça allait être easy. Je pensais que ça allait être incroyable, comme dans les films et tout. Vraiment, je m'imaginais tellement pas ça. Il y a eu le Covid aussi, qui m'a giflé, donc en fait, j'ai changé. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais dit à mes parents que je voulais faire une année sabbatique, enfin surtout à ma grand-mère, que je voulais faire une année sabbatique, et elle m'avait dit non, que ça n'existait pas, pas d'année sabbatique, on voit pas de quoi tu parles. Ouais, vraiment, fallait continuer tes études jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, en fait. Peu importe que je change d'orientation ou pas, fallait vraiment continuer cette histoire d'études. Donc, je suis allée à la fac à ce moment-là. J'ai quitté Lyon et je me suis inscrite à la fac à la Sorbonne pour faire une fac de lettres, en fait. Les lettres, parce que je sortais d'un bac L, je me suis dit c'est la suite logique, je vais aller dans ce que je sais faire, ce que je connais. Okay. Et là, ça t'a plu? Non. Donc, au final, ta grand-mère t'a dit continue. Ouais. T'as continué J'ai et continué. ça t'a toujours en fait, pas plu. Après, je me suis rendu compte que je faisais des études pour elle. Je vivais ma vie pour elle, je vivais ma vie pour mes parents, je faisais des études pour mes parents. J'ai vraiment suivi ce cursus-là à cause d'eux. Je suis partie en lettres parce que je savais pas quoi faire en vérité. J'avais aucune idée de ce que je voulais faire dans la vie. Et j'y suis allée. En fait, on t'a dit non, pas d'année sabbatique, donc fais d'autres études. C'est ça. T'as dit ok, j'irai en L parce que c'est ce que je sais faire. Ouais. J'ai dit ok, on y va. Et là, je découvre la fac pour la première fois et non. Mais catastrophe. Non, mais. La fac, franchement, faut être vraiment, vraiment, vraiment autonome. Ah, mais oui.
Tu peux être absente pendant un mois, personne ne va rien te dire en fait. Donc. Moi j'étais habituée à avoir un cadre, quelque chose. Et je suis allée à la fac où j'ai dû du coup gérer mon emploi du temps, gérer mon organisation. Déjà que je devais gérer mon organisation à la maison, je devais aussi gérer la fac. Très 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 compliqué. Ensuite j'ai commencé à travailler, j'ai dû faire les deux. Et là j'ai décroché. Ouais, donc au final, t'as changé de cursus. Tu t'es mis à la fac. Et à côté, tu t'es dit, je vais travailler parce qu'il faut que je me fasse de l'argent. J'avais besoin d'argent. J'ai traversé des choses compliquées où j'ai dû faire face à des choses comme par exemple payer 650 € pour une porte parce que j'ai appelé un serrurier. Ma clé s'était coincée dans la serrure et le serrurier arrive. Je me dis, bon, ça va pas être cher et tout. Et là, il me dit, c'est une porte différente, un canon différent, je sais pas ce qu'il me sort. Il me sort 650 € de facture. J'avais 200 € pour vivre. Je sais pas comment j'allais faire. À partir de là, je me suis dit, mais en fait, non. Il faut que je trouve un travail. Je n'ai vraiment pas le choix. Ouais. Je peux pas continuer à vivre dans cette précarité-là. Donc, j'ai cherché un boulot que j'ai trouvé et du coup, j'ai dû faire les deux en même temps. Et en plus, moi, je suis allée beaucoup plus loin. Donc, moi, je fais quoi? Je prends un 35 heures. CDI, 35 heures. Et à la fac, j'y vais juste pour passer mes partiels. Mais alors, tu suis pas les cours, tu vas vraiment que pour les partiels? Que pour les partiels. Et comment je fais pour avoir les cours? J'avais une amie à la fac à cette époque-là, elle m'envoyait les cours autant qu'elle pouvait. Et sinon, les profs, des fois, ils mettaient un peu les cours sur Moodle et tout, parce qu'il y a eu le Covid, donc ils étaient un peu plus habitués à mettre les choses en ligne. Ouais. Mais bon, à la fac, c'était pas aussi développé que dans les écoles, quoi. Mais quand tu t'es dit vraiment, t'aimes pas les études et tout, tu t'es pas dit, bon... là, je vais arrêter pour de bon et au pire, je fais que travailler? Étonnamment, non. Non, parce que j'avais l'impression de ma grand-mère qui me disait que elle, vraiment, sa vision de la réussite, c'est d'avoir fait des études. Donc, elle me voyait jusqu'au doctorat parce qu'elle me trouvait très intelligente. C'est très gentil. Et effectivement, en fait, ça n'avait pas de sens que moi, qui sors d'un bac L, mention très bien, galère comme ça dans les études supérieures. En fait, elle s'y attendait pas. Et moi non plus, je m'y attendais pas. Donc, je me suis dit, dans tous les cas, fallait que je continue en fait, dans les études parce que c'est la seule chose qu'on m'avait montré. C'était le seul chemin acceptable. C'est-à-dire que tous mes amis sont partis et ont fait des études et ils s'en sortaient quand même dans leurs études. Donc, pourquoi pas moi en fait? Donc, je suis restée dans ça. Fallait que je continue dans les études. En même temps, fallait que je trouve aussi ce que je voulais faire. Donc, cette ambivalence-là entre les deux, c'est un peu une recherche au final, même toi, comme tu as été élevée dans le rends-nous fiers, fais des études, fais ça, même toi, en fait, quand tu es venue en France, tu t'es dit, mais en fait, la seule chose que je peux faire, c'est des études, en fait, pour rendre fière ma famille. En fait, tu pensais pas forcément pour toi, même si ça te plaisait pas ou quoi, tu t'es dit, non, mais en fait... c'est pour ma famille, donc je dois continuer. C'est ça. Tu te mettais toi-même la pression, en fait, cette pression familiale de dire fais des études, finis les études, même si ça va pas, ça va aller, mais continue. Énormément de pression qui venait de moi-même, hein, de mes parents aussi, mais je veux dire, ils me mettaient pas le couteau sur la gorge chaque fois que je les appelais. C'était vraiment de moi et moi-même. Fallait que je réussisse, fallait que je fasse des études. C'était la seule chose que je connaissais. C'est la seule chose qui avait du sens, en fait. Donc, c'était ça ou rien. Et j'ai mis du temps avant de me déconstruire. C'est le monde du travail qui m'a un peu déconstruite parce que j'ai rencontré des personnes qui soit n'ont pas fait d'études, soit ont fait des études et ont arrêté pour travailler, ou des personnes qui les études c'est pas si important que ça pour eux. C'est vraiment ces personnes-là et qui s'en sortent dans la vie en fait. Et c'est vraiment ces personnes-là qui m'ont fait me rendre compte que ok, il y a d'autres chemins possibles. C'est pas le seul chemin et que chaque personne en fait a son chemin en fait finalement. T'es pas obligé de faire comme tout le monde. T'es pas obligé de suivre la même voie que tout le monde. Il y a des gens qui sont faits pour, il y a des gens qui sont pas faits pour. Aujourd'hui, je pense quand même que j'étais faite pour les études, mais peut-être pas pour ceux que j'ai choisis. J'étais peut-être pas faite pour aller à la fac, peut-être que je devais aller en école. C'est juste que j'avais pas les moyens d'aller en école. Ou c'est ça en fait. Donc la suite de ton parcours, comment elle s'est passée? Je me sentais déconnectée. J'avais une autre réalité, déconnectée, la même chose que j'avais ressentie quand je revenais du Gabon en fait. Alors que ça faisait déjà je crois 4 ans que j'étais en France et je me suis dit mais... Et le sentiment il est revenu en fait. Le sentiment est revenu. Et à partir de là, j'ai eu cette discussion avec ma mère. Je lui ai dit que vraiment j'en pouvais plus. À la veille, j'étais allée voir une psy parce que j'avais finalement décidé d'aller voir une psy. Et j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai dit à maman que la fac en fait je peux pas. J'ai besoin de faire une année sabbatique. J'ai besoin de
de comprendre ce que je veux faire dans la vie, en fait. Laissez-moi ce temps-là pour comprendre ce que je veux faire dans la vie. À cette époque-là, je leur avais dit oui, ça prendra que 1 an et tout. Ça n'a pas pris que 1 an. Mais à cette époque-là, t'avais quel âge? 22, je crois. Ouais, donc tu rentrais dans ta vie adulte. Mais j'avais 21, ouais. Ok, ouais, donc 21, tu rentrais quand même dans ta vie adulte, mais pour toi, tu avais quand même besoin d'appeler tes parents pour leur dire, écoutez, voilà. Oui, j'avais besoin de leur approbation. Ouais, j'avais besoin de leur approbation avant de prendre mon année sabbatique, alors que je travaillais, que je payais mon loyer. Mais tu t'es dit, non, quand même, là, il faut leur approbation. C'est quand même, ouais. C'est vrai que c'est un peu lunaire. Ah ouais. Surtout qu'ils n'étaient pas là. Ouais, ils n'étaient pas avec toi, ils étaient à l'autre bout Enfin, ils étaient au Gabon, du coup. Mais tu avais besoin quand même de... C'est vrai que c'était un peu lunaire, quand même. Non, mais après, je veux dire, c'est quand même une pression qu'on nous met en tant qu'Africains. Enfin, tu restes quand même leur enfant, mais que t'es 30, voilà, même si t'es mère avec un enfant et tout, tu dois quand même appeler ta mère pour dire, voilà, j'ai pris cette décision et tout. C'est quand même important d'avoir l'approbation des parents. On met ça quand même sur une échelle, je pense, de 1 à 10 à 9. Ouais. Mais moi, le regard de ma famille, de ma famille est plus important que mon propre regard. Enfin, à cette époque-là, c'était ça. J'ai mis du temps à me déconstruire, effectivement, mais en tout cas, je plaçais vraiment le regard de ma famille avant le mien, quoi. Je vivais pour eux. Je vivais pour les études parce qu'ils voulaient que je fasse des études, en fait. J'ai continué à cause d'eux, pas forcément pour moi. Même à des kilomètres, tu ressens la pression, en fait. Ouais, même à des kilomètres, je ressentais la pression. Et j'en parlais pas, c'est ça le pire, c'est que je leur en parlais même pas. Je pense que jusqu'aujourd'hui, ils savent même pas combien de psy j'ai vu, combien de séances j'ai faites, par quoi je suis passée, la dépression que j'ai vécue, les pensées suicidaires que j'ai eues. Enfin, non, ils s'imaginent même pas tout ça. Parce qu'ils le savent vraiment pas, t'en as jamais parlé? Non, ils le savent pas. Mais pourquoi tu veux pas leur en parler, ou pourquoi tu t'es dit non, ça sert à rien de leur en parler? Bah, je sais pas. Comme j'ai dit, je pensais qu'ils allaient pas comprendre. Et puis aussi parce que dans ma tête, c'était mon problème à moi, en fait. Moi, j'étais censée faire ma mission, c'était faire mes études. Et tout ça, je devais le dealer avec, en fait. C'était mon problème. Et quand t'as vu tes psys, justement, ta vision, est-ce qu'elle a changé? Bah, je me suis rendu compte, du coup, de la pression que je me mettais sur moi-même. Avant, je me rendais pas forcément compte, mais en ayant vu quelques psys et tout, je me suis rendu compte que vraiment, je me mettais une pression énorme. Mais vraiment une pression énorme qui me stressait au quotidien, une anxiété, ta peur, enfin... Et en fait, je me rendais compte aussi que j'avais un énorme sentiment d'être en retard. À force de chercher ce que je devais faire et tout, et du coup de recommencer, mais en même temps de travailler et tout. Je voyais pas forcément que le temps passait, en fait, et j'avais le sentiment d'être en retard parce que là où moi j'étais encore en licence, j'avais des amis qui l'avaient déjà fini la licence, tu vois, et étaient peut-être en master. Bon, à cette époque-là, pas vraiment, mais j'en avais qui avaient avancé, tu vois. Et je me comparais aussi un petit peu aux autres. Cette histoire de comparaison aussi, ça venait souvent. J'ai donc pression, peur d'être en retard, et après, vraiment, je me suis assise et je me suis dit, mais Elodie, tu as 22 ans. Calme-toi. Tranquille. Doucement, t'es quoi. jeune, quoi. Enfin, oui. 22 ans, t'as la vie devant toi, t'es meilleure, genre. Oui. Mais t'as pas l'impression d'être jeune, non? Ouais. T'as l'impression, moi, j'avais cette habitude-là de me vieillir, et je me suis dit, mais non, doucement, quoi. Profite. Ouais. T'es dans la vingtaine, tu n'auras pas tout le temps 20 ans. Profites-en aussi un peu, même si c'est dur, mais essaye quand même de respirer, quoi. Je me sentais étouffée, vraiment, je me sentais l'impression d'avoir la corde au cou. Pourquoi? Que de cette pression familiale qui a continué avec moi. Ouais. Enfin, du coup, est-ce que justement, avec toutes ces étapes que tu as eues en arrivant ici, ta vision de la France avait changé? Oui, bon, déjà, il y a une grande différence entre aller en vacances en France et puis vivre en France. J'ai dû comprendre ça. La vie, elle était très glamourisée dans ma tête. Et du coup, face à cette réalité, je me suis rendu compte que la vie, c'est pas ça. La vie en France aussi, c'est pas ça. J'ai dû faire face à pas mal de choses. Du coup, dans ma recherche d'emploi ou dans ma recherche de logement, j'ai vraiment compris qu'ici, j'étais noire. Et ils me l'ont fait comprendre. Chose que
Tu t'en occupais même pas au Gabon, en fait. Mais pourquoi faire? On est tous oui, pareils. Bah oui, enfin, voilà. Non, mais je veux dire, ça a été vraiment ah oui, ça a été choc, violent. Quoi. Et aussi, je trouve qu'ici, même avec les Noirs qui ont vécu et grandi en France, ils ont ils te regardent différemment. Toi qui viens d'ailleurs, pourtant on est noirs tous les deux, hein, mais leur regard est différent. Ils pensent qu'on a une autre manière de penser, ce qui peut être vrai ou peut-être pas vrai, mais on s'adapte. Je trouve qu'on a une façon de s'adapter vraiment incroyable, parce que on se lisse pour la vie ici, et ça marche en fait. Et pourtant on est jugé. Donc ouais, j'ai vécu tout ça. Ok. Mais quand tu dis que tu t'es rendu compte que tu étais noire en cherchant un job ou un appartement, qu'est-ce que tu veux dire par là? Par exemple, moi je sais que avant je mettais mes CV sur les sites pour trouver du travail et tout. Je n'ai jamais trouvé un travail comme ça. Jamais. Déjà, ils voient Diouf, c'est foutu pour moi. Ils voient ma photo. Diouf, qui est ton nom de famille? Mon Diouf, c'est mon nom de famille, ouais. Et ils s'imaginent tout un tas de trucs, je sais pas, des préjugés, t'as peur. Et ma photo, ça matchait jamais. Et donc, en fait, j'ai toujours trouvé un job en allant voir les gens. C'était toujours parce qu'il y avait un feeling. Donc, ils mettaient un peu de côté cette histoire de oui, t'es noir et tout, machin. Parce que moi, j'ai quelqu'un, au premier degré, qui m'a dit que j'avais une amie, bon, c'était pas une amie, mais une connaissance que je me suis faite dans mes études et tout, qui cherchait du boulot aussi, dans le même poste que moi, par exemple. C'était pas des postes hauts en plus, c'est ça le pire, c'était encore des jobs alimentaires. Hein, qui a eu un entretien assez facilement. Et donc, elle a eu un entretien assez rapidement pour les jobs où tu postulais, donc vous postulez au même job. Et elle était quoi? Elle était blanche? Oui. Ok, donc là, t'as bien vu la différence. J'ai bien vu la différence, en fait. Ok. Tu vois? Et puis, c'est aussi autour de nous, c'est dans tout TikTok. Enfin, les gens en parlent, mais les gens ont raison d'en parler, parce que c'est la vérité. Ouais. Et par exemple, j'ai un autre exemple. Quand je cherchais mon logement, du coup, je voulais pas quitter l'endroit où j'étais, parce que c'était du bon côté de la ville. Mais moi, j'étais dans une résidence étudiante, payante, du coup. Enfin, je veux dire, privée. Voilà, une résidence étudiante privée. Donc, je cherchais un appartement. Et quand je vais voir, du coup, l'agence, je vais dans l'agence et tout, je vais voir l'agent immobilier, et je lui dis que moi, je cherche là, dans cet endroit-là, cette partie-là de la ville, et que j'ai vu un appartement sur leur site. Et que voilà, je pose mon dossier et tout, machin. Bon, l'agent immobilier me fait comprendre que ça va pas être possible là-bas. Mais plus là-bas, il me montre un appartement, du coup, de l'autre côté de la ville. Donc, il te dirige vraiment dans un autre quartier. Il me dirige, du coup, dans du quartier dit un peu banlieue, quoi. Un peu, bon, j'ai pas envie de faire d'amalgame, mais il me dirige directement vers là, parce que c'est ce qui, selon lui, correspond plus à mon profil. C'est quand même dingue. Il me l'a dit subtilement, mais j'ai compris. Ouais, bah là... Tu vois, j'ai compris. Putain, mais sérieux, quoi. Non, mais laisse tomber. Donc là, vraiment, tu t'es dit, ah ouais, genre là, j'ai connu le racisme. Et c'est à partir de là où tu t'es dit, la vie ici, en fait, elle est pas... Ouais, c'est pas ce que j'avais imaginé, quoi. Okay. C'est pas... Après, il y a quand même des opportunités, c'est la vérité. Il y a des... Enfin, on fait quand même des études dans des bonnes facs et puis des bonnes écoles, c'est la vérité, ça aussi, on peut pas l'enlever. Et puis, il y a plus de choix, au niveau des salaires aussi, c'est déjà un peu mieux. Mais oui, c'est pas trop ce que j'avais imaginé. Est-ce que là, tu t'imagines finir ta vie en France? Non. T'as plus... Non, et puis ça, c'est venu avec les années. Parce qu'au début, même si la vie en France m'étouffait, je me voyais pas quitter. Encore. Tu vois? Ok. Déjà parce que j'ai pas fini mes études, mais aussi parce que je me voyais vraiment faire ma vie en Europe. Peut-être pas en France, mais en Europe, ça c'était sûr. Je t'ai vraiment dit, je suis venue et là, je vais pas quitter. Ouais, je vais pas quitter et tout. Mais là, avec le temps, ça commence un peu à m'étouffer. Donc je pense que mon but, c'est vraiment de rentrer. Peut-être pas au Gabon, mais de rentrer en Afrique, ça c'est sûr. Donc, quand tu parles de tout ce parcours et tout, est-ce que tu t'es dit un jour, mes parents vont me comprendre? Est-ce qu'ils ont vécu la même chose que moi? Au début, non. Pas du tout. Mais en fait, avec le temps, j'ai parlé avec maman, parce que ma maman et moi, on parle beaucoup, on est très proches. Elle m'a fait comprendre qu'en fait, mon père avait vécu à peu près la même chose.
Ce qui expliquerait aussi pourquoi ma mamie est autant sur moi. Parce que mon papa et même mon oncle, hein, quand ils sont arrivés en France, ils ont vécu aussi une espèce de dépression. Ils ont essayé aussi de trouver leur voie. C'est des choses qu'ils ont vécues, en fait. C'est des choses que pas mal de parents ont vécues. Et en fait, elle t'en a pas parlé. Enfin, même ton papa, non, t'en a pas parlé. Non, non. J'étais pas au courant. Je savais pas. J'ai appris ça plus tard. Et ça m'a déculpabilisée, en fait. Je me suis dit, bon, je suis pas un cas à part. C'est pas moi qui suis bizarre ou qui suis différente. Et je me suis dit, si on m'en avait parlé un peu plus tôt, je pense que le dialogue, il aurait été là. Et même, je pense que ça m'aurait aidé, en fait. Un peu plus. Et j'ai trouvé ça un peu dommage d'apprendre ça aussi tard. Ça m'aurait aidé un peu plus. Mais j'ai compris aussi que dans tous les cas, elle communiquait pas assez pour arriver à cette discussion-là, en fait. Ouais. Donc au final, il y avait un manque de communication. On t'aurait dit ça plus tôt. Et même la parole serait libérée sur le fait d'être un peu coincé à un moment donné dans sa vie. Puis même, je pense que t'aurais appelé ton papa, il t'aurait dit, bah t'inquiète, j'ai vécu la même chose. Mais c'est ça. Alors que là, non, tu t'es vraiment retrouvée toute seule en mode, je vais faire avec moi-même, quoi. C'est ça. C'est typiquement quelque chose qui peut arriver dans la vingtaine et c'est typiquement quelque chose qui peut arriver à un enfant de la diaspora, en fait. Quelqu'un qui quitte son pays. Enfin, c'est un temps d'adaptation et c'est possible d'en arriver là. Ouais. Tu vois, c'est des choses que j'aurais aimé entendre. C'est des choses que j'aurais aimé qu'on me dise, tu sais, moi, ton papa, je suis passée par là aussi. J'ai broyé du noir, j'ai beaucoup réfléchi sur ma vie. Mais c'est la vie, tu vois. Qu'on me laisse tranquille aussi sur cette histoire de pression des études et tout, qu'on me laisse un peu tranquille, qu'on me fasse confiance aussi, parce qu'au final, je pense qu'il y avait un manque de confiance. Ma mère avait beaucoup confiance en moi et mes choix. C'est pour ça que quand je lui ai dit que mon année sabbatique, je voulais la faire et que j'allais continuer à travailler, elle m'a dit tout de suite, ok, il n'y a pas de souci, tu arrêtes. Là où ma mamie, du coup, a mis un peu plus de mal, un peu plus de temps et s'est dit, mais non, tu le fais pas. Tu vas continuer quoi qu'il arrive. C'est ça. Là, si tu avais un message pour la jeune Mélodie qui est arrivée en France, la jeune Mélodie de 18 ans qui est arrivée, qu'est-ce que tu lui dirais ? Et je lui dirais de pas trop s'isoler quand même, parce que c'est peut-être pas la meilleure des solutions, que chaque personne a un chemin de vie différent et que si le mien est différent des autres, c'est ok. Et aussi de ne pas se comparer aux autres et surtout de ne pas se sentir en retard, parce qu'on n'est jamais en retard. Il y a des gens, même à 30 ans, ils font encore des études et c'est ok, en fait. Voilà. Ok. Est-ce que, un dernier mot, est-ce que tu t'es bien retrouvée au final avec la diaspora gabonaise ? Est-ce que ça t'a aidé aidé ? Je pense que le fait d'avoir... de rester, on va dire, communautaire, ça peut aider à l'adaptation. Bah oui, moi, totalement. Moi, ça m'a sauvée, littéralement. Aujourd'hui, j'ai très, très peu d'amis en dehors, du coup, de cette diaspora gabonaise. La plupart, du coup, c'est des Gabonais. Déjà, on se connaît tous, on se comprend tous. Enfin, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, en fait, de rester avec eux. C'est ta safe place. Ouais, c'est vraiment ma safe place. Après, j'ai rencontré d'autres personnes après au fur et à mesure, hein. Mais je veux dire... Et qu'on revient toujours aux sources à un moment donné, en fait. Ouais, ça fait toujours du bien, ça fait chaud au cœur. Oui, c'est ça, c'est vraiment, c'est ça. C'est une deuxième famille, c'est cool. Ok, et parfait. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Mélodie. Avec plaisir. Et voilà, on espère que tu iras mieux, que tout ira mieux, que tu te rentreras dans l'ordre. Oui, mais ça va mieux aujourd'hui, hein. J'ai même trouvé ma voix. Génial.